Eh bien les amis, on va en parler, mais on a quand même eu un pay-per-view très solide cette nuit. Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour la review de Clash of Champions 2020. Le pay-per-view vient d'avoir lieu au moment où je tourne cette vidéo. Je vais évidemment vous donner tous les résultats et puis également vous partager mon avis sur chacun des matchs. Comme je l'ai dit en intro, on a eu le droit à un pay-per-view vraiment solide avec vraiment des histoires merveilleusement bien racontées. On va y revenir. Je vous propose de passer dès maintenant au kick-off. C'est parti. Alors pour le kick-off, je vais faire très vite. On a quand même eu un match de plus de 10 minutes et ça c'est ma première grosse surprise de la soirée. Pour un match de kick-off, encore une fois, c'était vraiment solide. On a un bon match entre les deux équipes qui se termine avec une victoire de Shinsuke Nakamura et Cesaro. Sans trop de surprise, je trouve, mais tout de même un bon match, donc ça mérite d'être souligné. Passons à la carte principale, mais avant cela, je tiens à souligner la promo du pay-per-view qu'il y a au début du show. Je l'ai trouvé vraiment exceptionnelle. On sait que la WWE est vraiment excellente dans ce domaine-là, mais celle-ci, franchement, avec la voix de John Cena, j'ai beaucoup aimé et je tenais à le souligner. Ceci étant dit, parlons de l'opener de la soirée, ce match triple menace, match de l'échelle pour le titre intercontinental, un match qui a duré 26 minutes. Et oui, c'était long. Et qu'est-ce que c'était bien raconté aussi. J'ai beaucoup aimé le format du match. Honnêtement, au départ, je me suis dit, ouais, c'est long, ça a du mal à démarrer. C'est vrai, je me suis un peu ennuyé sur le début du match. Mais après, ça a commencé à partir petit à petit. On a eu le droit à des spots de fou. On a eu le droit à une chute de Jeff Hardy, mais il m'a fait peur. Vous savez, le spot où il est sur l'échelle et puis d'un côté, il part de l'autre côté de l'échelle, tête en avant, pour inverser la tendance. Et là, AJ Styles le pousse à l'extérieur et il tombe, Jeff Hardy, avec l'échelle, mais on se dit, mais il va se briser la nuque, c'est un truc de malade. Mais non, il est toujours là, Jeff Hardy. Mais alors, vraiment impressionnante cette chute, je trouve. Et puis, évidemment, ce spot à l'extérieur avec cette Swanton Bomb de Jeff Hardy, il est à une hauteur, on a l'impression qu'il va toucher le toit du Thunderdome. J'exagère un petit peu, mais tout ça pour dire que la prise de risque est énorme. Et cette Swanton Bomb sur Sami Zayn, mon Dieu, que je n'aurais pas aimé être à la place de Sami Zayn sur cette échelle, qui va évidemment se briser en deux. Bref, vous l'aurez compris, beaucoup de prises de risque de Jeff Hardy encore durant ce match. Et la fin de match, elle, est très intéressante puisqu'on a l'intelligence de Sami Zayn qui va aller chercher des menottes dans sa veste. Il va tout d'abord attacher Jeff Hardy avec une menotte au lobe de l'oreille. Il va ensuite attacher l'autre extrémité de la menotte à l'échelle. Ainsi, Jeff Hardy se retrouve bloqué, attaché à une échelle. Et en ce qui concerne AJ Styles, il va avoir l'intelligence de vouloir menotter AJ Styles, il va réussir, mais pour l'autre extrémité, il ne va pas réussir à la menotter autour de la corde, et donc l'intelligence, comme je l'ai dit, de Sami Zayn, ça a été ensuite de le menotter à lui-même, ainsi, AJ Styles se retrouve avec un poids mort au bout du bras, et donc impossible de gravir cette échelle pour aller décrocher les ceintures. Donc move très intelligent. Au final, on va avoir Sami Zayn et AJ Styles qui vont tous les deux monter sur l'échelle, et là, l'intelligence de Sami Zayn, ça va être qu'il va avoir la clé dans sa bouche, il va défaire la menotte et cette fois-ci, maintenant qu'il est sur l'échelle, il va accrocher l'extrémité de la menotte à l'échelle et ainsi, AJ Styles se retrouve bloqué sur l'échelle et Sami Zayn peut grimper tranquillement. Jeff Hardy, lui, va réussir à revenir sur le ring malgré qu'il soit attaché à l'échelle. Il va revenir avec l'échelle dans les mains, mais malheureusement, Sami Zayn va tout de même réussir à décrocher les ceintures avant que Jeff Hardy arrive à l'en empêcher. Et donc, Sami Zayn devient notre nouveau champion intercontinental, ou alors toujours notre champion intercontinental, parce que, vous l'avez vu, Sami Zayn a un petit peu gueulé qu'on l'annonce en tant que nouveau champion. Il dit non, non les gars, je suis pas nouveau champion, je suis toujours votre champion intercontinental. Et donc Sami Zayn s'en va avec les deux ceintures. Il est donc champion intercontinental incontesté. Honnêtement, je pensais vraiment que Jeff Hardy allait conserver sa ceinture parce qu'il a un run vraiment très frais. Mais quand je vois ce qu'ils font avec Sami Zayn, honnêtement, ça me déplaît pas qu'il lui donne le titre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les semaines qui arrivent. Ensuite, nous arrivons au match féminin pour le titre de Raw avec Asuka qui défend sa ceinture face à Zelina Vega dans un match qui a duré à peine 7 minutes, je crois. Donc c'était vraiment un petit match. Honnêtement, j'en attendais pas plus. Voilà, on est dans une première performance de Zelina Vega en pay-per-view pour un titre féminin. Donc, je m'attendais pas à un match de fou. On n'a pas eu un match de fou. Je vais pas dire que c'était non plus désastreux, c'est pas le cas, mais c'était pas hyper passionnant, quoi. Moi, j'ai pas passé un moment de fou devant ce combat. Honnêtement, j'avais un petit peu hâte que ça se termine. Et Dieu merci, c'était court. Donc là-dessus, ça a été très vite. Mais visiblement, on n'en a quand même pas terminé parce que ce qu'on va retenir, évidemment, c'est la victoire de Asuka qui va réussir à faire abandonner Zelina Vega. Mais après le match, alors que Asuka va tendre sa main à Zelina Vega pour la saluer, pour lui montrer un signe de respect, Zelina Vega va refuser de lui serrer la main. Zelina Vega va préférer la saluer avec un salut japonais, comme ça. Mais Asuka va, elle,
évidemment lui faire confiance et faire à son tour un signe japonais, un salut japonais. Mais Zelina Vega va évidemment la trahir et lui donner un coup de pied pendant qu'elle a la tête baissée. Et donc elle va attaquer Asuka avant de s'enfuir. Et on voit ainsi que Asuka est très en colère sur Zelina Vega. On voit donc que la rivalité ne semble pas terminée. On aura probablement un autre match demain à Raw, ou du moins une continuité dans la rivalité. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'au prochain pay-per-view, en toute honnêteté, j'espère pas. J'espère que Asuka aura une autre adversaire du côté de Hell in a Cell, mais en tout cas, en ce qui concerne au moins l'Euro de demain, Zelina Vega semble toujours impliquée. Bon, je vais pas vous mentir, pour les 2 prochains matchs, j'avais pas beaucoup d'intérêt et j'avais pas beaucoup envie de les regarder. Bon, au final, on a eu des matchs sans plus. En ce qui concerne le match pour le titre des États-Unis, on a donc Apollo Crews contre Bobby Lashley. Bobby Lashley, le champion des États-Unis, qui va conserver sa ceinture après avoir fait abandonner Apollo Crews. C'était un match d'environ 8 minutes, je crois. Donc là aussi, ça a été court. C'était pas dégueulasse, loin de là. Mais encore une fois, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé. Donc rien d'exceptionnel. J'espère que c'était enfin le dernier affrontement et qu'on va passer à autre chose du côté du titre des États-Unis, parce que là, ça commence un petit peu à être répétitif et on a tous envie de voir autre chose, je pense. Alors là encore, comme je viens de vous le dire, je n'avais pas vraiment hâte de voir ce combat pour les titres par équipe de Raw, mais je dois avouer que j'étais assez surpris par la qualité du combat. C'était encore une fois assez court, mais intense. Il y a eu vraiment des bons spots, il y avait du suspense, je trouve, à plusieurs reprises. Je pensais vraiment que Andrade et Angel Garza allaient devenir nos nouveaux champions par équipe de Raw. Donc tout ça pour dire que c'était quand même globalement un bon match, et quand il y a du suspense comme ça, c'est quand même cool, on va pas se mentir. Tout d'un coup, en fait, on se retrouve à éprouver de l'intérêt pour un match où on n'en avait pas forcément, et ça, c'est plutôt cool. Donc je tenais vraiment à souligner ça. Et puis ce dont je veux parler, évidemment, c'est la fin de match, qui est quand même très bizarre, on va pas se mentir. On a Montez Ford qui va faire le tombé sur Andrade, l'arbitre va compter 1, l'arbitre va compter 2, et là, on a évidemment Andrade qui va se dégager, mais l'arbitre va compter 3, alors que le dégagement est quand même hyper visible. Et donc, on se demande ce qui se passe. Même Montesford, on voit sur son visage qu'il comprend pas ce qui vient de se passer. Bon, il se dit, bon, bah visiblement, on a gagné, on va célébrer. Mais on voit que la situation est quand même assez incomprise. L'arbitre va donner le feu vert aux officiels pour annoncer la victoire des Street Profits. Et donc, on nous annonce que les Street Profits viennent de conserver leur ceinture. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche, évidemment, après ce pay-per-view pour en savoir plus. Et il semblerait que Angel Garza se soit blessé durant ce match, probablement une blessure au quadriceps. Et donc, suite à cela, l'arbitre a été informé dans son oreillette par les officiels d'arrêter le combat au plus vite. Et ce qui fait qu'il y a peut-être eu un manque de communication entre l'arbitre et Andrade. Ce qui fait que Andrade n'était pas au courant qu'il devait à ce moment-là du match garder ses épaules au sol pour le compte de 3. Mais l'arbitre, on lui a dit termine le match. Bah lui, il termine le match et il fait le compte de 3. Donc, il y a dû probablement y avoir un manque de communication. Mais ça ne serait pas un botch. C'était voulu de la part des officiels, suite à la blessure de Angel Garza. On devrait sans doute en savoir un petit peu plus dans les heures qui arrivent, mais au moment où je tourne cette vidéo, là il est 7h du matin, eh bien je n'en sais pas plus. Passons maintenant au match de championnat pour le titre féminin de SmackDown. On le savait, on devait avoir Nikki Cross contre Bayley. Et la première surprise, on nous l'annonce durant le kick-off, Nikki Cross ne sera pas là. Et il en va de même pour les championnes par équipe féminines, à savoir Shayna Baszler et Nia Jax. On se retrouve donc avec 2 matchs impactés. Les raisons qui sont données pour l'absence de ces 3 femmes et raisons médicales. Les 3 femmes ne seraient pas aptes à combattre, ce qui semble entre nous, je pense, très bizarre. On n'a vu aucune blessure ces dernières semaines. Effectivement, Nikki Cross était absente à SmackDown, mais on n'en sait pas plus. Et d'ailleurs, Nia Jax s'est exprimée sur les réseaux sociaux, parce qu'une fois que la WWE a communiqué sur la raison de cette absence, Nia Jax a répondu au tweet de la WWE en mettant mensonge. Donc voilà, on ne sait pas ce qui se passe, c'est très bizarre. Est-ce en lien avec le Covid-19 ? Peut-être. On devrait en savoir plus demain, je pense, du côté de Raw. Si ce n'est pas le cas, on devrait en savoir plus dans les heures qui viennent, avec probablement des news sur les sites américains. On va voir, mais pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, encore une fois, j'ai pas plus d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a eu 2 matchs impactés, donc un match par équipe féminin qui n'a pas eu lieu, et un match pour le titre féminin de SmackDown qui ne s'est pas déroulé comme prévu, où on a eu du coup une remplaçante, et j'y viens. La remplaçante de ce combat, c'est Asuka, parce que Bayley a lancé un Open Challenge au roster féminin, et à la surprise générale, c'est Asuka qui est arrivée alors qu'elle venait de défendre avec succès son titre féminin de Raw. Elle arrive pour défier Bayley. Bayley qui évidemment se décompose parce que elle ne s'attendait pas à avoir un tel challenge. Elle connaît bien Asuka, donc
Voilà, encore une fois, c'était très bien joué de la part de Bayley, je trouve. Les expressions de son visage sont vraiment excellentes. Et on se retrouve avec un combat quand même très très court. Match très court parce qu'il aura duré un petit peu plus de 3 minutes et il se terminera par disqualification suite à l'intervention de Sasha Banks qui va évidemment venir se venger sur Bayley suite à tout ce qu'elle lui a fait durant ces dernières semaines. Elle va arriver avec une chaise par derrière, bim, coup de chaise dans le dos et ensuite ça va être un petit peu l'acharnement de Sasha Banks sur Bayley. Et donc le match et le segment va se terminer ainsi avec un regard de Sasha Banks rempli de haine et Bayley qui est en train de se toucher la nuque en mode vraiment vient de se prendre des coups de chaise quoi. Et on voit que la rivalité franchit un nouveau cap, elle prend vraiment de l'intensité et à l'approche de Hell in a Cell, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un Hell in a Cell match Bayley Sasha Banks, ça pourrait vraiment être excellent et ça mériterait même peut-être d'être le main event de la soirée. Nous arrivons désormais à nos deux main events et pour commencer, parlons de cet ambulance match entre Randy Orton et Drew McIntyre. Drew McIntyre qui défend son titre de la WWE dans un match franchement rempli de bons spots où on ne s'ennuie pas. Clairement, on ne peut pas s'ennuyer devant ce match. Moi déjà de base, j'avais hâte de le voir ce combat et il m'a agréablement surpris. Je veux dire, pour un ambulance match, on en a eu plein. Hein. On en a eu des très ennuyeux. Celui-là, pour moi, il se classe dans les meilleurs, très clairement. On a pour commencer au début du match l'intervention de Big Show, qui vient de nulle part pour se venger sur Randy Orton. Drew McIntyre va ensuite prendre l'avantage. Ils vont ensuite se diriger du côté de l'ambulance. On va avoir plusieurs spots avec l'ambulance. La porte arrachée suite à un Claymore Kick de Drew McIntyre dans la porte. Ensuite, ils vont aller du côté des coulisses. Dans les coulisses, on va avoir un petit fight assez sympa. Ensuite, intervention de Christian qui vient à son tour se venger du pun kick de Randy Orton. Puis les deux hommes vont revenir du côté de l'arène. Il va y avoir une prise sur le pare-brise de l'ambulance. Le dos de Drew McIntyre qui va finir en sang. Ensuite, ils vont monter sur le toit de cette ambulance. On va voir cette fois-ci l'intervention de Shawn Michaels qui vient à son tour se venger sur Randy Orton avec un switching music. Et ensuite, il va pousser Randy Orton qui va s'effondrer sur une table qui était positionnée au sol à côté de l'ambulance. Et ensuite, on arrive vers la fin du combat. Drew McIntyre va faire son Claymore Kick à Randy Orton. Il va le mettre dans l'ambulance. Il est prêt à fermer les portes. Mais non, il décide de finalement ressortir Randy Orton. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, Drew McIntyre décide d'en remettre une couche. Ça ne lui suffit pas. Il va réaliser à son tour un pun kick sur Randy Orton pour venger toutes ces légendes sur lesquelles Randy Orton a mis ses mains durant ces dernières semaines. Et ensuite, il le met dans l'ambulance, il ferme les portes. Fin de chantier, victoire de Drew McIntyre qui conserve sa ceinture. Et après, petit spot vraiment sympa, Drew McIntyre fait signe à l'ambulance de partir. On voit la caméra qui se dirige vers le volant de cette ambulance. Et là, on voit que c'est le Nature Boy Ric Flair qui est au volant de cette ambulance et qui conduit Randy Orton à l'hôpital. Franchement, très bon match, de très bons spots. Encore une fois, très très bien raconté. Visiblement, ça semble terminé du côté de Randy Orton pour le titre de la WWE, je pense. Je pense qu'il va être écarté. Vous l'avez sans doute remarqué, je me suis trompé pour ce prono. Honnêtement, je pensais vraiment que Randy Orton allait remporter ce match, malgré l'intervention de toutes ces légendes. Et au final, non. On a la conservation de Drew McIntyre, et c'est une plutôt bonne chose, honnêtement. Le règne de Drew McIntyre ne me gêne pas plus que ça pour le moment, au contraire. Donc, bon match, bon finish. Maintenant, j'ai tout simplement hâte de voir la suite et hâte de voir qui va se positionner en tant que challenger numéro 1 au titre de la WWE du côté de Raw, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est assez plat et j'ai du mal à imaginer qui pourrait prétendre cette place de challenger numéro 1 du côté de Hell in a Cell. Et enfin les amis, on en arrive à ce main event de la soirée, un main event qui a duré, laissez-moi checker, 23 minutes. 23 minutes de combat et honnêtement, j'en attendais pas autant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pensais que au plus, ce segment allait durer 15 minutes. Mais là, on a presque 25 minutes de main event. Bon, en ce qui concerne le contenu du combat, on s'attendait à ce que ce soit une destruction, un squash. Moi, honnêtement, je m'attendais même à un squash. Et au final, on a eu un squash, mais prolongé, quoi. Et du coup, c'est ça qui a rendu ce main event très intéressant. C'est pas la qualité du combat, parce que, évidemment, c'était pas le match de catch du siècle, loin de là. Mais par contre, l'histoire qui est racontée dans ce main event, elle est incroyable. Donc, on a évidemment Jey Uso qui arrive, suivi de Roman Reigns. D'ailleurs, changement de tenue, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode de WWE News. Il est arrivé sans t-shirt, sans gilet pare-balles, torse nu. Et on voit qu'il est là pour bastonner, quoi, Roman Reigns.
Donc le combat commence, on a une petite domination de Roman Reigns, Jey Uso qui va finir par revenir, puis Roman Reigns va reprendre l'avantage et ensuite ça va être une destruction. Roman Reigns qui va demander à Jey Uso de regarder la caméra et de dire j'arrête, j'en peux plus, arrêtez-moi ce match. Mais évidemment Jey Uso va vouloir continuer jusqu'au bout, il ne va pas abandonner. Ça va évidemment énerver Roman Reigns qui va s'acharner encore plus sur Jey Uso. Et à un moment donné, un moment qu'on attendait tous je pense, c'est Jimmy Uso, son frère, qui va arriver pour dire à Roman Reigns « Mais arrête, qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Et il va même dire à Jey Uso « Mais t'es malade, arrête le combat, pourquoi tu continues ?» Et Jey Uso refuse. Et donc ensuite, on a Roman Reigns, mais qui va s'acharner sur Jey Uso. Et l'arbitre va être obligé de sonner la cloche parce que, fin du combat, par KO, Roman Reigns remporte ce combat et conserve donc sa ceinture universelle. Et donc à la fin du pay-per-view, on a Roman Reigns qui regarde Jey Uso avec des yeux, mais on a l'impression qu'il veut encore le démolir et on voit qu'il n'a aucun regret sur ce qu'il vient de faire. On a ensuite Jimmy Uso qui va évidemment retrouver son frère, qui va évidemment le protéger en mode voilà, je le protège, arrête de le frapper, c'est bon, c'est terminé. Et Roman Reigns regarde toujours les deux hommes avec des yeux mais de destructeurs. Paul Heyman va ensuite aller chercher ce collier de fleurs, collier qui est vraiment très traditionnel dans le pays natal des Usos, et il va ensuite le mettre autour du cou de Roman Reigns en mode c'est le trophée de la victoire, quoi. C'est le symbole qu'il y a derrière ça. Et ensuite on a Roman Reigns avec ce collier de fleurs, le titre universel dans la main, qui regarde Jey et Jimmy Uso avec des yeux, encore une fois. Tout ça pour dire que cette histoire était merveilleusement bien racontée. On n'est pas dans un squash match de 2 minutes, on est sur un match violent, une destruction plutôt de 15 minutes, suivi d'un bon après-match, une histoire encore une fois très très bien racontée. J'ai maintenant hâte de voir la suite et je me demande d'ailleurs quelle suite pour le titre universel. Est-ce que les Usos vont de nouveau être impliqués avec Roman Reigns? Est-ce qu'on va partir dans une direction complètement différente? Ça, on va le savoir très certainement ce vendredi du côté de SmackDown. Et j'en profite pour vous dire que c'est officiel. Début octobre, on aura la draft qui est de retour. Les rosters vont donc voir de nouvelles têtes. On va avoir des échanges entre Raw et SmackDown. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Qui sait, peut-être que le nouveau challenger de Roman Reigns sera du côté de Raw et que le nouveau challenger de Drew McIntyre sera du côté de SmackDown. Et qui sait, peut-être même que les deux champions vont changer de roster. Mais ça, pour le savoir, il va falloir attendre encore un petit peu. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette review de Clash of Champions 2020. Énormément de choses à dire. Un pay-per-view, comme je l'ai dit, vraiment très solide pour Clash of Champions, alors que honnêtement, je pensais à avoir un petit pay-per-view de transition comme ça. Au final, c'était quand même une belle surprise ce pay-per-view. Donc hâte de voir la suite des rivalités. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous invite évidemment à vous aussi donner votre avis sur ce pay-per-view dans les commentaires. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et même dès demain pour la review de Raw. On verra ensemble ce qu'il s'est passé. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!